Si on s'arrête un moment pour parler justement de thermoluminescence, pour beaucoup de monde, ils vont entendre ça, thermoluminescence, ils ne sauront pas trop c'est quoi. Euh, Ouais. comment on définit ça? Comment on fait pour dater un sédiment par Ouais. thermoluminescence? C'est quoi ça? C'est ça. Donc, au départ, on utilise le terme thermoluminescence, mais c'est pas le meilleur terme maintenant, parce que la thermoluminescence, c'est la lumière émise par les minéraux quand on les chauffe. Et moi, dans mon doctorat, qui était une des premières applications au sédiment dans le monde, on était dans les premiers. Ben, j'étais avec ces travaux-là, je les ai faits à Simon Fraser. J'étais en collaboration avec Dave Huntley, qui était comme le pape en luminescence. Hein. Et la thermoluminescence avait surtout été utile en archéologie, pour dater des céramiques en particulier. Après, on a développé des datations de roches chauffées, là, des collègues en Suède, au Danemark et tout ça. Et les sédiments, c'est venu après. Et là, Dave Huntley a proposé d'utiliser plutôt une stimulation optique au lieu que ce soit une stimulation thermique. Donc, envoyer de la lumière sur un cristal et mesurer la lumière qui va être émise. Évidemment, pas dans la même longueur d'onde, sinon tu mesures les deux signaux. Et on appelait ça, à ce moment-là, la luminescence optique, qui est un peu... c'est quand même, j'avais une note, je suis en train d'écrire un livre sur ça, puis j'ai une note qu'il ne faut pas que j'oublie de dire que c'est un misnomer, hein, parce que mon livre est en anglais. La luminescence n'est pas optique. Ça n'existe pas, la luminescence optique. Mais l'usage, c'est celui-là. Donc, on vit avec. C'est en fait la luminescence stimulée optiquement. Et donc, c'est pour ça qu'on coupe on enlève le mot stimulé, mais en fait, la luminescence elle-même n'est pas optique. Elle n'est pas thermique. La luminescence, c'est des photons. Donc, et donc, la luminescence, c'est un signal qui provient de la recombinaison d'électrons et de ce que nous, on appelle des trous dans un cristal, c'est-à-dire des manques d'électrons. Il y a comme un électron, par exemple, qui serait piégé, parce que, peut-être pour commencer à la base, les cristaux sont imparfaits dans la nature. Donc, lorsqu'ils sont formés, il y a des imperfections. Ces imperfections-là, on peut les traduire en variation du champ électrique à l'intérieur du cristal. Donc, il y a des endroits qui aimeraient avoir un électron pour rétablir la neutralité du champ électrique local. On appelle ça un piège à électrons. Donc, si on est dans un environnement où il y a beaucoup d'électrons, mais il y a toujours un flux constant d'électrons, comme dans n'importe quel environnement naturel, plus il y aura d'électrons qui vont être piégés, plus ça fait longtemps que le piège a été vidé précédemment. Donc, c'est un horloge. C'est une façon de mesurer le temps. Et il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte pour mesurer le temps d'une façon exacte. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir combien d'électrons par année peuvent être piégés. Et ça, c'est des mesures de dosimétrie. La mesure de l'uranium, thorium et potassium, entre autres. Mais vraiment, la luminescence, à partir du moment où l'électron est piégé, nous, on amène notre échantillon dans le laboratoire, puis on va le faire sortir du piège. Comme je disais, si on chauffait, l'électron prend l'énergie du cristal qui vibre parce qu'on le chauffe. On appelle des phonons, on appelle. Et l'électron va sortir du piège, puis il va se promener, il va être libre dans le cristal. Et quand il va... Là, c'est un peu comme une histoire du capitaine Bonhomme, pour ceux qui connaissent... toi, tu ne connais pas, mais il y a 50 ans, des histoires un peu inventées. Il va chercher un endroit où il pourrait se recombiner. Et ces endroits-là, c'est des endroits où il manque un électron aussi. Mais on appelle ça... il y a des charges plus... qui n'accommode pas très bien le cristal, on appelle ça un trou. C'est drôle de nom, mais c'est comme ça. Et l'électron va se recombiner à ce trou-là, et là, il y a une désexcitation, et cette désexcitation-là, qui part d'un niveau excité à un niveau stable, va émettre un photon. C'est ça la luminescence. Plus le temps passe, plus la luminescence dans un échantillon sera élevée. Oui, parce que plus il y a d'électrons qui vont être accumulés dans ces impuretés-là au départ. Donc, ce qu'on fait en luminescence, c'est qu'on mesure tout simplement la densité des électrons. Souvent, on veut la quantité, mais quantité par volume, là, donc la densité. Et au départ, c'est très simple. Mais c'est pas simple parce qu'on ne voit rien de ce qui se passe. On ne voit pas. C'est une science empirique, hein, encore beaucoup. On commence à voir, on voit dans Nature, dans Science, des fois, il y a des articles avec. Ils ont vu un électron, ils l'ont figé. Mais ça, on ne peut pas. On est loin de ce qu'on pourrait faire dans un laboratoire, là, c'est sûr. Donc, si j'essaie de le résumer, il faut savoir, si j'ai bien compris, là, je vais essayer de simplifier ça. On a des minéraux dans les sédiments ou dans des roches ou dans des céramiques, dans le cas de l'archéologie. Ces minéraux-là, ils ont des impuretés. Ces impuretés-là, une fois que le sédiment va être enfoui, va accumuler des électrons.
C'est ça. Une fois qu'on capte ces sédiments-là, on les amène en laboratoire, on les stimule optiquement. Il va libérer, pas libérer, il va libérer la lumière. C'est ça. Il va libérer les électrons qui va produire de la lumière et en fonction de la lumière qui est plus ou moins grande, on va savoir depuis combien de temps le sédiment a été enfoui. Exactement. Donc, on a une date d'enfouissement du sédiment. Ouais. Nous, on dit que c'est la dernière fois que le grain est exposé au soleil.